vermillon, lac rouge, ocre rouge, orange de chrome, jaune de cadmium, terre d'ombre, noir de charbon, blanc de plomb, blanc de zinc. L'orange et le jaune de chrome, le jaune de cadmium, mêlés au blanc et à quelques autres couleurs claires, sont à la base de cette gamme de jaune qui est désormais associée à sa période d'Arles. Comme Seurat et Signac, Vincent désire baser son usage des couleurs sur des principes scientifiques. Dans le café de nuit, il a joué sur la stridence des complémentaires. Il fera de même dans l'autoportrait à l'oreille coupée. Dans la chambre, il utilise aussi des couples de teintes opposées, orange et bleu, violet jaune, vert rouge. Le peintre suggère dans une lettre à Théo que le tableau soit pourvu d'un cadre blanc. Selon la théorie, le blanc devait équilibrer les complémentaires et atténuer les effets violents de la couleur. Dans la seconde et la troisième version, Vincent introduit donc un supplément de blanc dans la surface du miroir. Par ces lettres, Vincent nous apprend qu'en fait, les murs de la chambre sont blanchis à la chaux et que le sol est dallé de tomate rouge. Plusieurs fois, il écrit qu'il exagère les couleurs ou les change arbitrairement. Il invente un nouveau chromatisme que les fauves, quelques années plus tard, développeront à l'extrême. Les ombres et ombres portées sont supprimées. C'est coloré à teintes plates et franches, comme les crépons. Les crépons, ce sont les estampes japonaises. Vincent les a collectionnées, exposées, copiées. Il en montre souvent dans ses tableaux. Il cherche lui-même à obtenir des effets de lumière ou de profondeur par la juxtaposition franche de plans de couleurs vives. Le peintre dessine son image comme Manet l'avait fait dans certains tableaux. Des traits noirs ou de couleurs sombres cernent les objets et délimitent les espaces qui semblent n'être qu'ensuite remplis de couleurs. Les chaises, la table, le lit sont bordés de traits qui renforcent la lourde matérialité du bois. Dans plusieurs de ses toiles d'Arles, Vincent a utilisé des systèmes de touches discontinues, peut-être inspirés par les petits traits orientés de ses dessins au roseau taillé. En peinture, ça donne un mélange de touches impressionnistes et de touches pointillistes. Dans la chambre, il cherche à éviter ce fourmillement discontinu. Les touches de remplissage des surfaces sont jointives et orientées, très descriptives. Elles suivent les planches verticales ou horizontales des boîtes de lit. Elles rayonnent selon le canage en étoile des chaises de paille. Elles s'orientent suivant les lattes verticales des volets mi-clos. Elles fuient avec les alignements du carrelage. Ces touches sont épaisses. Leurs bords aigus accrochent la lumière. L'œil du spectateur perçoit donc des directions, des concentrations, des vibrations qui recréent des sensations de matière ou de texture. C'est pourquoi, malgré ces couleurs arbitraires, la chambre reste un décor réaliste. Après Arles, il s'adonnera à une touche beaucoup plus sinueuse, apte à rendre le mouvement du vent, ou encore le grand tourbillon du cosmos. Mais déjà sur la fin du séjour arlésien, la touche arabesque avait fait son apparition. J'exagère, je change parfois au motif, mais enfin je n'invente pas le tout du tableau. Je le trouve au contraire tout fait, mais à démêler dans la nature. Peut-on vérifier cette exigence de vérité du peintre en superposant ces images au décor d'origine ? La Maison Jaune se transforma en café. Le 25 juin 1944, le quartier de la Gare et les voies ferrées étaient bombardés. La petite maison fut en partie détruite.
Elle aurait pu être restaurée, elle fut rasée. Il n'est donc plus possible de comparer la maison jaune et la chambre aux images peintes par Van Gogh. Cependant, l'une et l'autre peuvent être reconstruites en partant des images elles-mêmes. À La Haye, en 1882, Vincent s'était fait construire un appareil inspiré des principes de Dürer. Dans un cadre de bois, un réseau de fils permet de repérer les lignes d'un paysage et les tailles des objets. Il possède encore ce cadre à l'aide duquel il réalise des dessins au roseau et des peintures. Le peintre a le goût des lignes fuyantes. Il calcule son cadre de façon à ce qu'elle s'insère dans la composition. Dans La Chambre, les lignes forment un réseau en toile d'araignée et donnent une sensation de plongée rapide. Pourtant, la perspective du tableau est conforme aux règles classiques. En prolongeant les lignes des murs, on obtient un point de fuite situé au bas de la fenêtre. D'autres alignements convergent aussi en ce point. Ce n'était pas le cas des deux dessins tracés à la hâte. De même, dans la version de Chicago, lorsqu'il recopie son premier tableau, Vincent laisse un peu flotter les lignes. Dans la petite version, peinte pour sa sœur, il reprend au contraire sa perspective. Cependant, les trois tableaux montrent plusieurs détails étranges. Le bas du mur du fond n'est pas parallèle au bord inférieur du tableau. Les moulures des deux portes ne sont pas alignées sur les lignes de fuite. La table de toilette est placée en biais. Le lit dépasse dans l'embrasure de la porte. Certains ont vu dans ce tableau, et dans quelques autres, les signes de la folie. Les objets fuyaient, les murs bougeaient. Tout témoignait d'un monde instable, en voie de dislocation. Pourtant, Van Gogh se veut réaliste. L'image est donc sûrement celle d'une vraie chambre dont tous les éléments, même les plus bizarres, ont une explication. Ces chaises de paille sont d'un modèle très courant encore aujourd'hui. La hauteur de leur plateau est une dimension standardisée, environ 42 cm. Elle peut servir de module pour analyser l'image. La largeur de la pièce entre les deux portes représente 7 fois ce module, donc environ 2,94 m. Le lit correspond à environ 2 fois et demi le module, soit 1,05 m. Il est donc possible de placer le lit, les chaises et les deux portes sur une première ébauche de plan. Pour le mur du fond, les points de repère sont moins évidents. Si l'on examine la tête du lit, on voit que le montant droit se trouve très éloigné de l'angle de la pièce, alors que le montant gauche se trouve très près du porte-manteau et du bas du mur. De même, les pieds arrière de la table se trouvent à la même distance du mur, alors que cette table semble placée en biais par rapport au lit. Comment expliquer ces contradictions? Le principal indice a été fourni par Vincent lui-même. Dans La Maison jaune, il montre le grand immeuble de l'avenue de Montmajour et devant le petit corps de dépendance construit dans son prolongement. 2 maisonnettes jumelles à fronton triangulaire et séparées par un pan bâti, sans doute la cage de l'escalier commun. Or, les horizontales marquant les étages des petites maisons ne sont pas parallèles aux horizontales de la grande, ce qui devrait être le cas si les façades étaient elles-mêmes parallèles. Cette particularité n'est pas due à une négligence du peintre, puisqu'elle se retrouve sur les photographies prises à différentes époques. Dans un dossier d'urbanisme qui date de quelques années avant l'arrivée de Vincent, subsiste un plan précis. La Maison jaune a bien été bâtie dans le prolongement du grand immeuble, et ses façades s'alignent sur l'avenue de Montmajour et sur la place Lamartine. Elles font entre elles un angle de 120 degrés. C'est donc cet angle qu'on retrouve entre le mur de gauche de la chambre et le mur du fond. Le plan peut désormais être complété. La table de toilette est bien alignée contre ce mur. Le lit déborde un peu sur la porte de droite parce que Vincent ne pouvait le pousser complètement au fond sans sacrifier une bonne partie de la surface de la chambre. D'après les plans cadastraux, chaque petite maison fait à peu près 7 mètres de large et la partie qui les sépare 3 mètres.
En se basant sur les données du tableau, le mur du fond mesure 3,35 m. L'autre pièce a la même largeur. Pourtant, Vincent déclare qu'il a laissé la plus belle pièce à Gauguin. Eh bien, j'ai aujourd'hui loué l'aile de droite de cette construction, qui contient 4 pièces, ou plutôt 2, avec 2 cabinets. La chambre de Gauguin occupait sans doute la plus grande partie de la surface restante et possédait 3 fenêtres. La chambre de Vincent, très petite, se trouvait donc avec ses 2 portes entre le palier et la chambre de Gauguin. La perspective permet aussi de calculer l'angle